Je vous remercie beaucoup d'être venu au webinaire autour de la gestion émotionnelle. Et puis, je remercie aussi au Club des entrepreneuses de m'avoir invité à ce webinaire. Et voilà, donc nous allons parler des émotions, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs utilités, comment les réguler aussi parfois, hein. Et puis aussi, je vous donnerai quelques clés peut-être pour vivre plus sereinement le confinement. J'espère que ça pourra vous être utile. Alors, en ce moment, évidemment, là, on vit une période difficile. Ça nous est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. C'est une période de confinement où du jour au lendemain, les enfants sont à la maison. Le travail, il y en a qui ont dû arrêter le travail, d'autres qui doivent faire du télétravail. Donc, ça a chamboulé complètement notre routine. Ensuite, s'ajoute à ça la peur sanitaire, la peur de l'autre. Hein, on est des êtres sociaux, donc c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Et la peur de l'invisible aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc aussi, ça, c'est vraiment perturbant. Donc voilà, c'est pourquoi je pensais proposer cet atelier pour voir un peu comment on pouvait peut-être déjouer un peu nos pensées, essayer de voir les choses un peu plus d'une manière positive, hein, même si on n'est pas obligé de voir tout positif, parce que voilà, c'est très fatigant aussi. Mais donc, j'aimerais commencer alors par les émotions, non? Donc, le mot émotion, ça vient du mot émotere, qui vient du latin, et en fait, c'est aller vers l'extérieur. Donc, c'est un appel à l'action, hein, et c'est un phénomène biologique, c'est-à-dire que ce sont des sensations corporelles, tout de suite, hein. Qu'est-ce que c'est une émotion? En fait, ce qui se passe, c'est que l'inconscient, on peut comparer par exemple à la Tour Eiffel, par exemple. Quand il veut communiquer avec le conscient, qui peut être de la taille d'un Lego, le meilleur moyen qu'il a trouvé de communiquer, c'est à travers l'émotion. C'est beaucoup plus rapide, surtout qu'en plus, parfois, ils n'ont pas forcément le même langage. Hein, d'accord? Donc, comment ça se passe, une émotion? On peut avoir peut-être, si on a une émotion de la peur, par exemple, on peut avoir de la tachycardie, on peut avoir les mains moites, on peut avoir la poitrine un peu opprimée. Il peut y avoir un changement de température. Si c'est par exemple quelque chose une peur, par exemple, si je bois pas, je vais avoir une peur aussi, donc je vais avoir une émotion. Donc quelle va être, peut-être ça va agir sur ma langue, par exemple. Je vais avoir la bouche très sèche, pardon. D'accord? Donc ça m'oblige à agir. Ouais. L'émotion, elle est ni négative ni positive. Elle est agréable ou elle est désagréable. Ça, c'est sûr. Mais elle n'est jamais négative, hein. Elle a vraiment sa fonction. Et elle est là, en général, pour nous protéger, nous faire agir. Elles sont très contagieuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous avez une personne très joyeuse à côté de vous, c'est-à-dire qu'il y a une énergie aussi qui se dégage, non, quand on a des émotions. Si on a une personne très joyeuse à côté de nous, même si elle n'a pas besoin de parler, hein, on va le sentir. Et ça fait comme un effet miroir. On va ressentir aussi physiquement sa joie. Et si par exemple, on a une personne qui est très stressée à côté de nous, ça va nous faire la même chose, hein. On va se stresser. Il y a un moment donné, ça va être un effet miroir, on va se stresser aussi. S'il y a une personne qui est en colère, on va faire la même chose. On va peut-être nous aussi se mettre en colère, enfin intérieurement, et peut-être qu'on va commencer à parler fort aussi. Elles sont vraiment très très contagieuses, les émotions.
Et par exemple, l'émotion de la peur ou de la colère, là, en ce moment, on peut le ressentir. Hein, c'est assez contagieux. Donc, ce que je disais, donc chaque émotion, en fait, elle a un besoin. Elle exprime un besoin. Hein. Le besoin qu'a le corps, l'inconscient, c'est vraiment un besoin. Donc, Daniel Goleman, auteur de l'intelligence émotionnelle, dit dans son livre qu'il y a 8 émotions, les 8 émotions principales, c'est comme des émotions primaires, non, on pourrait dire. Et c'est comme des couleurs finalement. Il y a on va dire qu'il y a 8 émotions primaires. Et puis après, si on mélange des émotions, ça crée d'autres émotions. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. C'est vrai que pour toi, ça doit être bizarre parce que t'as pas tu vois juste le visage, donc c'est vrai que tu n'entends pas de son comme réaction. Ouais. Mais donc, oui, on t'entend, t'inquiète pas. Vous m'entendez? D'accord, donc elles expriment des besoins, non? Par rapport à, par exemple, la peur, elle a besoin quand on a peur, on a besoin de protection et de sécurité. Si on est en colère, on a besoin de s'affirmer, on a besoin peut-être aussi de savoir dire non, de mettre des limites. On a besoin de reconnaissance. On peut avoir un besoin quand on est en colère aussi, c'est parce que peut-être on a une frustration. D'accord? Donc, c'est une émotion qui est très utile. Elle n'est pas forcément agréable, mais elle est vraiment utile dans la vie. Et la peur aussi, hein, bien évidemment. La tristesse, ça permet, c'est très utile aussi, la tristesse. Ça permet de prendre du recul. Ça permet de faire le point. Souvent, quand on est triste, on a tendance à s'isoler, hein, pour un peu se recentrer sur soi et faire le point, prendre du recul, lâcher prise. Hein, parfois, on est comme ça, on ne veut pas lâcher quelque chose et finalement, la tristesse nous permet ça de lâcher prise. La tristesse, elle n'est pas forcément bien vue dans notre culture. Surtout dans notre enfance, non? On nous a souvent dit ne pleure pas. Donc c'est quelque chose de mal vu, en plus surtout dans les réseaux sociaux où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Quand on est triste, on se sent un peu comme le bicho raro, non? Alors que c'est une émotion complètement saine et humaine, hein, tout le monde l'a. D'accord, donc donc elle est importante, elle est importante. Et parfois, quand on est triste aussi, on a besoin de câlins, on a besoin d'attention. Donc aussi, on va adapter une position, hein, une position physique pour appeler aussi cette attention. Hein. Si on sent qu'on a besoin d'aide, qu'on n'y arrive pas tout seul, parfois on peut avoir besoin de quelqu'un. Ensuite, la joie. Alors, quand on est joyeux, on partage. Hein, on a envie de partager notre bonne humeur. Et tant mieux pour les autres parce que l'émotion est contagieuse. Donc, c'est vraiment super pour tout le monde. Non, quand quelqu'un est heureux, hop, ça contamine. Donc, voilà. Après, il y a la honte, le dégoût, la surprise, l'amour. Bon, je ne vais pas toutes les détailler. Il y a le souci, par exemple. Le souci, c'est donc le mélange entre la tristesse et la peur. Donc, on est soucieuse. Maintenant, aujourd'hui, je vais un petit peu insister sur la peur et la tristesse, non? Parce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, la peur, elle est très utile parce que c'est grâce à la peur qu'on est en vie. Si on n'avait pas peur, là, on sortirait et on embrasserait tout le monde. Si on n'avait pas peur, on n'aurait pas pu survivre. La race humaine n'aurait pas pu survivre. La peur aussi, elle est importante si, par exemple, vous devez passer un examen. Si vous n'aviez pas peur, l'examen, vous ne le passez pas.
D'accord? C'est la peur, ça nous permet vraiment d'affronter des étapes et c'est vraiment une émotion très utile. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est en danger, vous pouvez avoir peur pour sa santé, donc vous allez agir. Et pour ça, il y a une adrénaline, on a une hormone qui se libère et donc qui nous donne l'énergie nécessaire pour agir. Ça nous met dans un état d'alerte. Après, la peur, elle peut aussi nous tirer vers un état d'anxiété. Hein. Si on n'arrive pas à la régler, par exemple, parfois, je ne sais pas si vous voyez mes mains. Par exemple, le danger est là, non? L'intensité du danger est là. Et moi, ma peur, elle va être là. Elle n'est pas à la même hauteur que le danger. Non, par exemple, si je vais parler devant un public, je peux avoir très peur, d'accord, mais je ne suis pas en danger de mort. Et pourtant mon adrénaline, elle est comme si j'étais en danger de mort. Donc, il faut arriver à remettre en question quel est vraiment le danger, hein, pour pouvoir réguler la peur. Remettre en question exactement ma peur. Est-ce que réellement, je suis en danger de mort? Est-ce que réellement, cette personne est très importante pour moi? D'accord? C'est de poser des questions à la peur pour pouvoir la réguler aussi. Hein? En se disant peut-être, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et bien souvent, quand on voit le pire qui peut nous arriver, ce n'est pas grand-chose. Alors, pour réguler aussi l'émotion, c'est important de la reconnaître. Alors, comme je disais tout à l'heure, de la reconnaître, et en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a des indices corporels, non? Donc, si par exemple, on a peur, oui, je peux avoir la poitrine oppressée, je peux avoir les mains qui suent, j'ai une énergie très puissante dans les bras et dans les jambes, parce que normalement, quand on a peur, on court ou on doit attaquer. Mais bon, dans certaines occasions, c'est pas le cas. Mais par contre, cette énergie, on l'a parfois. D'accord? Donc, c'est une énergie qui est très puissante. C'est l'adrénaline qui est libérée dans le corps, elle est vraiment très puissante. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de fermer les yeux et de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je ressens les choses, est-ce que je ressens quelque chose ici, vraiment faire un scan corporel. Si. Et donc, une fois que vous avez fait un scan corporel et que vous voyez à peu près qu'est-ce qui se passe, vous prenez un petit peu votre temps, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, vous pouvez dire à votre inconscient, ok, j'ai compris ton message, j'ai peur. Le reconnaître, j'ai peur. Hein, d'accord? Et donc là, le fait de reconnaître, l'émotion diminue parce que l'inconscient se sent entendu. D'accord? Et encore plus si vous lui dites, ok, j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire pour trouver de la protection, pour trouver du réconfort, d'accord? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir qu'est-ce que je peux faire, d'accord? Donc là, à partir du moment où je me pose ces questions, je fais un scan, où je dis, ok, je vais prendre les choses en main, alors là, l'inconscient, il est tranquille. Il sait qu'il a été entendu. Il dit, ok, c'est bon, j'insiste plus, j'enlève tout ça. Vous avez compris? Oui, ça va? Donc ça, c'est vraiment bien et ça joue aussi pareil. Hein, si, par exemple, vous êtes triste, parfois quand on est triste, on peut avoir un état un peu aussi léthargique, où on a envie de rien faire, on n'a pas d'appétit. Bon, mais parfois, il est nécessaire de pleurer un petit peu et peut-être se mettre sur reculer, mettre une petite musique d'ambiance nostalgique, un petit mouchoir. C'est un petit moment à nous et laisser aller. Et vraiment, une fois qu'on pleure, ça fait un bien fou. Enfin,
on l'a tous vécu, non? Mais une fois que toute cette énergie, elle est libérée, c'est comme une cocotte minute qui, ça sort. Et après, on dort, c'est parfait, quoi. On est vraiment bien, on se sent bien. Et c'est vrai que c'est pas dans notre culture. Pleurer, c'est pas bien. Donc, mais en fait, non, le pleurer, c'est bien, c'est une belle émotion. Elle est là. Si elle est là, c'est qu'elle a son utilité. Et le problème aussi, c'est que quand on retient, on dit non, 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 je vais être forte. Hein, parce que ça aussi, c'est un message qu'on entend beaucoup quand on est enfant. Sois forte, ne pleure pas. Donc, non, 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 il faut que je sois forte. Je retiens, je retiens, je retiens. Mais il y a un moment donné, retenir, et poum. Et là, c'est difficile de l'arrêter. Hein. Après, c'est vrai qu'aussi, à un moment donné, c'est bien aussi de voir si la personne est vraiment triste ou que c'est vraiment difficile. Hein, parce que la peur, la tristesse, c'est vraiment... chacun la reçoit différemment. Donc, c'est vrai que c'est bien de consulter un professionnel. Maintenant, ça se fait beaucoup en ligne et c'est bien d'avoir une aide. Hein. Alors, je voulais voir aussi un petit peu comment on fonctionne, non? Par exemple, comment fonctionne l'émotion. Alors, je vais parler comme il y a un événement, non? Par exemple, je sais pas, mon copain il me dit ouais, fais la vaisselle. Enfin, s'il me dit ouais, fais la vaisselle. Wow. Donc là, j'ai un besoin, je n'ai pas du tout aimé le ton de sa voix, le contenu, bon, ça peut, si c'était dit autrement, peut-être que je l'aurais pris autrement, hein, mais sa façon de le dire, rien qu'au ton, ça ne m'a pas du tout plu. Et donc là, je me suis sentie attaquée et le besoin par rapport à cet événement, le besoin, c'est un besoin d'un coup de reconnaissance ou de justice. Donc là, du coup, je vais avoir des sensations corporelles. Je vais avoir des pensées négatives, je vais me centrer sur moi, hein, je vais me centrer sur mon problème, sur ce qu'il a dit, c'est pas juste. Et là, je vais commencer à avoir des tensions dans mon corps. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est une émotion, c'est pas évident quand on est en colère. C'est bien d'arriver à ne pas arriver à un degré d'émotion, de colère qui est vraiment, après on regrette, non? Après on peut culpabiliser puisqu'on est allé trop loin. Donc c'est bien de voir ce qui se passe dans notre corps et puis après voir le besoin de l'autre aussi, arriver à respirer, prendre un peu de recul, non? Parce que c'est vrai que si on se laisse aller et puis essayer de communiquer, bon, avec peut-être une communication non violente, mais au moins d'exprimer son mécontentement, ça c'est important. Comme ça permet aussi de remettre mon besoin en équilibre. Mais après, c'est vrai que si on se laisse aller, le problème de la colère, c'est que on reçoit de l'adrénaline très forte, hein, parce que quand on est en colère, c'est une émotion primaire, hein, donc on va se battre. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est en colère, on a énormément d'adrénaline et on reçoit tout le sang, en fait, se déplace dans l'avant-bras et dans les mains et dans les jambes. On est fait pour taper, d'accord? Donc vraiment, on a une émotion, on est très tendu, hein, quand on arrive à un degré, une intensité de colère, que c'est très difficile de gérer après. Surtout qu'après, vu que tout le sang est envoyé dans d'autres organes, le cerveau, il n'a pas tant d'oxygène. Enfin, il ne réfléchit pas trop, là. C'est plus le moment de réfléchir. Maintenant, on répète. On parle fort, on dit la même chose, on devient rouge pour faire peur. On parle fort pour être plus entendu et on essaye de parler plus fort que l'autre. Donc, ça dérive, d'accord? Donc, il faut arriver à réguler cette émotion et à la sentir venir et
et éviter qu'elle arrive, hein, parce que c'est vrai que là, pour le coup, c'est très désagréable. Donc ça, c'est un peu comment fonctionne l'émotion, hein, et les sensations physiques qui sont associées à l'émotion. Ce qui se passe aussi, c'est que l'être humain, il y a la grande différence entre nous et les animaux, c'est que nous, on se projette dans le passé et dans le futur. Hein, c'est vraiment retour dans le futur et dans le passé. C'est vraiment dans le film, quoi. Et boum, et boum, et boum, et boum, et on a même du mal à revenir dans le présent. Ça devient de plus en plus difficile. Et alors, je vais vous donner un exemple, non? Par exemple, si on voit un zèbre, par exemple, donc, admettons, je suis un zèbre, je suis dans la brousse, je suis en train de brouter mon herbe, et il y a un lion qui arrive. Adrénaline, alors c'est comme nous, hein, adrénaline, je pars en courant. Et bon, finalement, l'ours, il a trouvé un autre zèbre. Qu'est-ce que je fais? Ben, je recommence à brouter. Voilà, c'est du passé, on n'en parle plus. Maintenant, je suis au présent, je broute. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, si un lion, il nous course après, c'est la fin du monde, là, après. C'est-à-dire qu'après, on va appeler tout le monde, on va peut-être avoir une grosse attaque d'angoisse, on va peut-être avoir du mal à dormir. Après, on va en parler à nos enfants qui en parleront aux petits-enfants, donc d'accord, et puis on va se dire, ah ben non, là, je ne vais plus jamais aller dans cette brousse-là. D'accord? Donc, en fait, on anticipe beaucoup. On a appris à anticiper tous les problèmes, mais trop. C'est-à-dire qu'on a vraiment les peurs qui sont réelles, c'est peut-être 8%. Le reste, on se les invente. C'est ça que je voulais. D'accord? C'est-à-dire qu'on se projette dans des scénarios catastrophiques, souvent, hein, c'est normal, hein, c'est humain, on se projette dans des trucs, mais en fait, ça n'existe pas, c'est dans notre tête. C'est hypothétique. Donc ça, c'est très important, en fait, d'identifier. Hein, les pensées, il faut vraiment les observer avant que ça parte en vrille. Il faut vraiment les observer et se dire, attends, non, ça c'est dans ma tête, c'est hypothétique, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Ou bien, bon, c'est possible qu'il se passe quelque chose, donc qu'est-ce que je dois faire? Hein, donc, qu'est-ce que je peux faire pour agir, pour me sentir un peu plus protégée aussi? Ça, c'est possible. Hein. Alors, je dis ça aussi parce que qu'est-ce qui se passe quand on prévoit des choses comme ça, des scénarios qui ne sont pas réels, ce que je dis, mais qui ne sont pas dans le présent? C'est surtout ça que je veux dire. Ça n'existe pas dans le présent. D'accord? C'est dans notre tête, parce que si vous regardez autour de vous, tout va bien. Hein, si vous reconnectez avec le présent, là, vous allez voir que ça va. Hein, donc, c'est important de vraiment de reconnecter avec le présent le plus possible. Et je vous dis ça aussi parce que, en fait, l'inconscient, il ne comprend pas, lui, que ce n'est pas réel. En fait, les petits scénarios, des fois, qu'on peut se faire, et lui, il ne sait pas que ce n'est pas réel. Donc, en fait, vous allez avoir un stress physique, des sensations physiques, des émotions. D'accord? Ça va vous mettre dans un état interne négatif. Alors, c'est pas mal. Ce qui est très intéressant, c'est de faire des visualisations, le contraire, hein, de faire des visualisations positives. C'est-à-dire d'imaginer des scénarios super. Et ça, on n'a pas beaucoup appris à faire ça. Enfin, bon, s'il y en a, c'est aucun problème à le faire. Si on peut imaginer ça quand on se dit, ouais, je me suis payé un billet d'avion pour les Bahamas, waouh. Là, on imagine bien, mais si dans la vie, hein, dans la vie quotidienne, c'est vrai qu'on ne s'entraîne pas beaucoup à faire des visualisations positives. Hein, on a plus tendance à voir le danger que les choses positives. Donc ça, c'est un très bon outil. Hein, imaginez par exemple là, quand on pourra sortir, ce sera quoi le restaurant, les amis, qu'est-ce que je vais faire, d'accord? C'est d'imaginer des trucs sympas. J'ai des petites antichèches. Hein, Alors,
Donc, je continue un petit peu sur les pensées. Hein. Parfois, c'est une petite pensée comme ça qui arrive. Hein. C'est comme une boule de neige. Puis, elle est là. On ne la voit pas. On ne fait pas attention. Puis elle grossit, et puis ça peut prendre toute notre vie, quoi. Donc elles peuvent faire mal aussi, hein. Ça peut nous des pensées qui peuvent nous dire si un jour on dit vraiment je suis nulle, je fais ça mal, c'est tout nul ce que je fais. Mais en fait ça c'est je m'enferme dans ma prison. Et si je dis ça, l'inconscient, il continue, il dit ah ouais t'as fait ça, non. Donc, il continue, si à partir du moment où tu te dis quelque chose, je suis nulle, ça, ah oui, il va trouver tous les arguments après, d'accord. Donc c'est vraiment de dire bon bah ça, ok, je l'ai pas très bien fait, mais peut-être que j'ai pas utilisé toutes les ressources nécessaires pour bien faire, pour bien faire ce que je voulais faire, hein. Et voir peut-être que je vais faire autrement, voilà, hein. Mais je suis pas parfaite, d'accord, personne n'est parfait. Ça c'est important aussi de se le rappeler, hein, d'accord. Donc ça c'est des pensées parfois qui sont ruminantes comme ça, qui sont vraiment négatives et qui peuvent parfois aussi nous faire jeter l'éponge. Donc c'est important toujours de remettre remettre en question les pensées, de les identifier, de les voir, de dire hop là, stop, d'accord. Et parfois aussi vraiment il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qu'il y a des messages et se dire ok je vais noter tout ce que je pense, comme ça va pas, je vais pas le ruminer, hein, je vais le noter et je vais le prioriser. Et là tout de suite là l'inconscient il va se calmer, il dit ok elle a compris. Hein, parfois on a des choses comme ça qui ruminent et c'est juste le fait de noter, hein, ça permet à l'inconscient d'être beaucoup plus serein. Alors maintenant, je voulais parler un peu du confinement. Et je pensais parler un petit peu de l'alimentation, des relations sociales, de l'humour et du sommeil et de la position aussi assise. Alors, l'alimentation. Alors, moi, je pense que ça fait du bien de se faire plaisir, hein. De se faire des bons petits plats. Non, c'est vraiment, finalement, l'alimentation, c'est le moment, c'est les petits moments de plaisir qui font du bien. Et pourquoi pas s'accorder aussi des bons gâteaux, des petites crêpes, et puis peut-être manger un peu plus léger le soir. Bon. Hein, et puis peut-être accepter aussi, se dire bon ouais voilà c'est le confinement, mais j'ai besoin d'avoir quelques petits plaisirs et j'ai pas envie de culpabiliser à chaque fois que je mange un gâteau au chocolat, hein, parce que j'en ai déjà assez. Non, si je me rajoute la culpabilité, c'est un peu lourd. Donc c'est vraiment de se faire plaisir. Peut-être aussi ce que vous pouvez manger un peu mindfulness, non? C'est-à-dire quand vous mangez, vraiment prenez le temps de savourer chaque élément, chaque aliment, pardon. Quelle texture ils ont, quel goût ils ont, vraiment, parce que ça aide vraiment à connecter avec le présent, aussi être avec des personnes ou non, mais c'est vraiment ça permet de savourer, hein, chaque aliment, de prendre son temps, de respirer, hein, parce que parfois, quand on est stressé, on a tendance à manger sans respirer, finalement, on a passé peut-être 1 heure à cuisiner, puis et on savoure même pas vraiment ce qu'on mange. Donc ça, c'est très utile de le faire et de prendre son temps. Après, il y a la faim émotive. Alors, bon, il y a des personnes qui l'ont, d'autres qui l'ont pas trop. Et la faim émotive, en fait, elle vient
quand un bébé est dans le ventre, il n'a pas la notion de faim. Ça n'existe pas. D'accord? C'est non-stop. Il prend quand il a envie, il est content, tout va bien. Et puis, quand il sort du ventre de la maman, ah bah là c'est la première fois qu'il a faim. D'accord? Donc, non seulement il est séparé de la maman, mais en plus, il a faim. Et ça fait mal. C'est une sensation qu'il n'a jamais connue. Donc, c'est une sensation pour lui qui est stressante. C'est stressant. Donc, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la rapproche de son sein, du biberon, hein, ça dépend des personnes, mais en tout cas, elle la rapproche d'elle. Et donc, le bébé fait une association. Je mange, j'étais vulnérable, je mange, et là, je me sens protégée. Et j'ai des câlins, j'ai de l'affection. D'accord? Donc, en fait, et qu'est-ce que c'est le lait maternel, hein? C'est du lait bien gras et bien sucré. Ok? Donc, quand on a une faim émotive, c'est-à-dire qu'on a peut-être un besoin, qu'on se sent un peu vulnérable ou un peu, peut-être on s'ennuie aussi hein, parfois, mais un peu vulnérable, un peu... Ouais, on a besoin de protection, on a besoin de réconfort, de tendresse. Et comme on a eu cette association quand on était bébé, eh ben, on va ouvrir le frigo et c'est pas qu'on va mettre 1 heure à se préparer un petit truc. Non, hein, c'est la tablette de chocolat, les chips, il faut que ce soit bien gras, bien sucré et rapide. Donc, quand on ouvre le frigo, ben, c'est parfois, bon, ben, on l'ouvre, on le mange, hein, mais parfois, c'est pas mal de se dire, est-ce que vraiment j'ai faim, ressentir intérieurement la faim et bon, ok, et peut-être se dire, peut-être que j'ai un autre besoin, alors ce besoin, bon, bah, parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Hein. Si on vit seul, c'est vrai que là, c'est compliqué en ce moment. Mais bon, bah, si j'ai un besoin de tendresse et de réconfort, bah, peut-être faire un câlin à quelqu'un. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident pour les personnes qui sont seules. Après, les relations sociales, c'est bon, bah, c'est super, non, de faire, par exemple, des petits moments où on se voit, des apéros virtuels. Enfin, vraiment, c'est important de ne pas couper les liens avec la famille, avec les amis, de vraiment de faire ces apéros avec autre chose, hein, avec des vidéos qu'on puisse voir. C'est pas mal aussi, si on a des enfants, de se dire, bon, bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on n'est pas forcément préparé, hein, vivre 24 heures sur 24 avec son conjoint et ses enfants, mais peut-être se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de me souvenir de ce confinement? Quelle énergie j'ai envie d'avoir avec mes enfants, avec qu'est-ce que j'ai envie de créer comme souvenir pour eux, comme souvenir pour moi? Donc ça, ça peut être une question intéressante. Ensuite, je pense que aussi c'est vraiment utile, enfin que c'est très bien aussi, de sortir à 8 heures pour taper des mains et pour remercier toutes les personnes qui s'occupent de nous, hein, qui nous aident autant dans les hôpitaux que dans les supermarchés, voilà, tout ça, c'est vraiment un grand merci. Mais c'est aussi un moment où on voit que la ville, elle est là, en fait, que les gens sont là et qu'on est unis. On est unis face à quelque chose. C'est vrai que le fait d'entendre tous ces gens sortir, le fait d'entendre les bateaux qui font du bruit, les voitures qui klaxonnent, c'est comme une union et se dire, ah non, mais vraiment, on se sent, on se dit, mais non, mais là, je ne suis pas seule, quoi.
et peut-être même de voir des voisins, d'avoir des contacts avec les voisins, peut-être juste un contact visuel ou un coucou, pourquoi pas, si tu vois, s'il est sur l'autre balcon, mais c'est un bon moment et c'est un bon moment aussi peut-être parfois, enfin moi ça m'est arrivé, de lâcher une petite larme quoi et d'évacuer un peu parce que c'est émouvant de voir toutes ces personnes unies. Hein. C'est vraiment un bon moment, donc oui, je vous conseille de sortir, bien sûr, pour applaudir. Ensuite, on va parler de l'humour. Alors, l'humour, c'est vraiment le meilleur moyen, c'est le meilleur anti-stress. D'ailleurs, vous avez dû remarquer, non? Vous aussi, 1000 messages avec 1000 vidéos, avec des photos vraiment hilarantes ou des vidéos vraiment très rigolotes. Un peu pour nous, c'est vraiment l'arme de la peur, non? C'est vraiment le moyen de se déstresser, rigoler. C'est vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à faire la faux folle, n'hésitez pas à rigoler. C'est vrai que ces derniers temps, en fait, bon, il y a des personnes qui riaient beaucoup moins parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, on était moins connectés avec les gens. Donc, par exemple, je crois qu'en 1939, les gens riaient. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait leur pourcentage, mais les gens riaient 20 minutes par jour et maintenant, on en est à rire 5 minutes. Donc, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est important? Parce que ça déstresse tout le visage, ça fait un massage au diaphragme. C'est 1 minute de rire, c'est 45 minutes de relaxation. Donc, pour les gens qui n'aiment pas faire la relaxation, c'est parfait. Et bon, et pourquoi pas s'entraîner, peut-être si on a un peu perdu le sens de l'humour, s'entraîner à faire des petites blablagues, se déguiser, enfin bon, à faire la faux folle. Il y a un truc qui est super bien, c'est le yoga du rire. Je ne sais pas si vous connaissez. Le yoga du rire, ouais. Yoga spécial rire. Et en Ouais. fait, moi j'ai déjà fait et le truc très, très simple, hein, tout bête, c'est de se Ouais. mettre devant son miroir et de commencer à rigoler devant soi-même, quoi. Et en fait, le fait de se forcer à rire, mais vraiment de se forcer, de commencer même en faisant comme ça, et ben en fait, ça entraîne un truc complètement dingue. Et en fait, après, on rigole, mais pour de vrai, et ça libère mais des trucs de malade. Hein. Le yoga du rire, c'est Ouais. ce que j'ai expérimenté de mieux pour vraiment rigoler. Quoi. Pardon, je t'ai coupé. Mais... Ouais. Mais en fait, c'est-à-dire que l'émotion, elle te vient, mais toi, tu peux appeler l'émotion aussi. C'est-à-dire, si tu prends la position du rire, l'émotion du rire, de la joie, elle va venir. Si tu prends la position de la tristesse va venir. Si tu prends la position de la force va venir. C'est-à-dire que tu peux aussi appeler l'émotion. Hein. C'est comme un acteur. Un acteur, pour jouer, il appelle l'émotion. D'accord ? Donc, c'est en vous. Hein, si vous avez besoin d'avoir de la force et du courage, vous pouvez appeler cette émotion et vous utilisez votre corps et les sensations physiques. Et donc, c'est la même chose pour le rire. Hein. Si vous voulez activer le rire, même un sourire. Hein. Même un sourire. Hein. On peut le faire si vous voulez. On va un sourire. Un sourire. Et en fait, il y a un moment donné, on le ressent. Hein. Si on fait un beau sourire, tout de suite, ça change l'état émotionnel. C'est magique. C'est vraiment magique. Et puis, n'hésitez pas alors à regarder des films drôles, des films à l'eau de rose, des comédies, des comiques, bon, ce que vous voulez, hein, tout ce qui fait du bien. Parce que ça vous le transmettra physiquement. Hein.
Après, la position assise. Alors, la position assise. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation, mais c'est vrai que quand on est dans un appartement, on se réveille, on s'assoit, on prend le petit déjeuner, on va tout de suite faire du télétravail. Et on oublie parfois de se lever. Et vraiment, se lever, c'est super important de faire des petites promenades. Parce que c'est vrai que bon, quand on est hors du confinement, on peut au moins aller faire les courses. Si on est dans son entreprise, et ben, on va faire la photocopie, on va parler à je sais pas qui, on va aller... bon, d'accord, on est en mouvement, quoi. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, quand on est chez soi, on oublie parfois de se bouger. Et c'est vraiment important de faire ces petites promenades tous les quarts d'heure, quoi, de vraiment faire un petit tour. Et c'est bon aussi pour oxygéner le cœur, le cœur, et du coup le cerveau. Hein, parce que du coup, le cœur va s'accélérer un petit peu. Hein, le fait de bouger, ça accélère un peu le cœur. Du coup, ça oxygène le cerveau et ça permet d'être plus productif, plus concentré, plus productive, avoir plus d'idées. On est moins fatigué aussi. Et puis, on protège nos yeux. Enfin, c'est très important de faire des petites promenades comme ça. Et c'est aussi, ça protège le dos. Ça protège le dos et la nuque aussi. Hein. C'est vraiment de s'étirer, de prendre de l'espace et puis après de revenir. Hein. Ou même, pourquoi pas aussi mettre la tête en bas. Hein, vous mettez la tête, vous mettez debout et vous mettez la tête... comme ça, là. Un petit temps, comme ça permet au centre d'aller un peu vers le cerveau et d'oxygéner votre cerveau. Et en plus, on m'a dit que c'était bon aussi pour les cheveux. Ah, pas mal. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, le sommeil. Alors, peut-être que certaines ont des petits problèmes de sommeil. Alors, si c'est le cas, je vous conseille si vous avez du mal à vous endormir, peut-être de faire une méditation guidée ou une relaxation guidée. Hein, donc, parce que parfois, toute seule, c'est pas évident de se détendre toute seule. Quand on est dans le lit, alors que quand on écoute quelqu'un, peut-être avec des oreillettes, ça peut être pas mal, ou une hypnose aussi pour se détendre. Après, parfois, on se réveille au milieu de la nuit et on a des pensées ruminantes. Et en plus, c'est des pensées, ça peut être une phrase. Et elle se répète. C'est vraiment le disque rayé. Et là, c'est intéressant de l'identifier, de l'écouter, de prendre de la distance par rapport à cette phrase qui se répète. Et bon, en plus, on est fatigué, donc on s'en rend même pas compte. Et donc là, juste le fait d'identifier, si ça se trouve, il te dit, il faut mettre la machine, il faut sortir le linge de la machine, il faut sortir le linge de la machine. Bon, ok, j'ai compris, il faut que je sorte le linge de la machine. Je vais te sortir le linge de la machine à 10h du matin. Demain, il n'y a aucun problème, j'ai bien compris ton message. Et non, parfois, ça marche. Hein, et après, l'inconscient te laisse tranquille. Hein, c'est toujours la même chose, hein, les pensées, les sensations et essayez de bien dire que vous avez bien compris le message pour qu'il vous foute la paix. Aussi, c'est important de ne pas laisser vraiment de lumière. Ne pas laisser de lumière parce que parfois, quand on se réveille, l'inconscient il dit « Oh, mais c'est la journée ». Enfin, bon, pas trop parfois. Évitez totalement les tablettes et les téléphones portables parce que ça réveille. Ça, c'est très important si vous vous réveillez la nuit, je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous vous réveillez la nuit et vous prenez le téléphone portable, c'est foutu. Ça réveille, tout est reparti. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de lire, de sortir, de faire 3 petits pas, lire,
fait de lire aussi, vous avez cette espèce de mouvement oculaire qu'on a quand on dort. Donc, ça appelle au sommeil aussi. Bon, à part si c'est un livre passionnant, ça peut arriver. Mais bon, normalement, quand on lit, ça endort. Et puis quand c'est en plus au milieu de la nuit, on lit 2 pages et on n'en peut plus, quoi. On est fatigué quand même. Donc ça permet vraiment de retrouver le sommeil. Parfois aussi le sommeil, si on s'est habitué à avoir comme des cycles comme ça, après le cerveau il s'est vraiment habitué à avoir ce cycle de se réveiller à 3 heures et pas dormir pendant 2 heures. Et il s'est habitué. Alors c'est pas mal quand même là parfois de prendre quelque chose de naturel pour essayer de reprendre ce cycle normal. Pour le réaider à le réhabituer à avoir un cycle normal. Parce que des fois, je sais pas, le cerveau il se dit oui, tiens, de telle heure à telle heure, je vais dormir. De telle heure à telle heure, je ne vais plus dormir. Et puis, non, c'est pas ça. Non, on va refaire, on va réapprendre à dormir. Donc ça, c'est important. Aussi, quand on est à la maison, on a peut-être tendance à boire beaucoup plus de café, de thé. Enfin, je sais pas. Donc ça, ce sont des excitants parfois à éviter. Et voilà. Tu veux qu'on passe aux questions? Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Comme ça, on va pouvoir parler. Oui, parce que j'ai parlé trop là. Si. Ouais, non, mais comme ça, les personnes peuvent parler aussi parce que c'est vrai que. Ah, ok, très bien. Il n'y a pas de réaction des gens. Donc... Non. Ok, très bien. Voilà. On fait pas les petits exercices comme on avait dit. Tu n'avais pas prévu 2-3 exercices, Julie? 2-3, j'en ai prévu un. Vas-y, on le fait alors. Vas-y, on fait un exercice. L'exercice. Allez. Ok. Bon, le seul truc, c'est que C'est quoi? je sais pas trop comment me mettre pour que vous me voyez bien. Vous me voyez bien, donc là c'est. En fait, vous vous mettez debout. Ouais, on me voit. Ok, vous vous mettez debout. Allez. Les jambes parallèles. Ça, c'est un exercice quand on est stressé, quand on est tendu. Quand on sent que le corps est tendu, que la nuque est tendue, les bras sont tendus, tout est tendu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on respire. On va prendre une grande respiration. Je vous montre une fois. Je respire et là, je bloque. Je bloque tout et je fais ça. Et vous faites, vous lâchez là, comme si vous vous dites c'est plus à moi ça, c'est plus à moi, d'accord? On fait une fois. Ok, si vous voulez, on le refait. Ouais. Donc on respire un grand coup, très profondément. On bloque. Ça fait un peu poule, hein? Super, c'est hyper bon. Ouais, et après vous respirez normalement et ça normalement ça détend. Ok. Ça détend. Ouais, c'est bon. Aussi bien aussi vous pouvez faire partie par partie. Vous pouvez contracter la tête et la relâcher tout en respirant. Contracter les muscles, le cou, et puis après relâcher. Contracter les épaules et relâcher. Contracter la colonne vertébrale, relâcher. Tout le corps et le corps se relâche. Si vous sentez vraiment que vous avez des tensions, souvent les tensions elles sont ici. Bon, ça dépend, ou le dos, ça dépend des personnes. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à part les questions qui sont dans le chat? Alors moi j'ai une question. Oui, moi je veux bien aussi. Ah, bon.
Alors, je me lance. Alors, c'est plus. Donc, merci Julie pour toutes tes explications et enrichissements. Sur les émotions, moi, ça concerne plus un petit garçon, mon petit garçon qui a 2 ans et demi. C'est vrai que je me demande voilà, comment. Il était propre avant le confinement. Maintenant, il n'est plus du tout. Il se constipe. Voilà, bon, bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, je sens bien qu'il y a quelque chose qui se joue dans le confinement. Dans le fait de ne plus aller à la crèche, dans tout cela. Et comment l'aider, parce que je ne peux pas effectivement avoir avec un enfant de cet âge-là, voilà, pour lui expliquer, je peux lui expliquer des choses, mais voilà, je ne sais pas trop en fait comment trouver les mots ou comment l'aider pour passer ce cap. Alors je ne sais pas si ma question... Il y a peut-être aussi Amandine qui peut peut-être aider sur ce point, je pense. Je te regarde. Puisqu'Amandine, c'est son domaine. Voilà. En fait. Chercher comment remettre mon micro. Voilà. Ton prénom, c'est Fabienne, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Alors, du coup, je suis psychologue et je travaille beaucoup avec les enfants. Alors, je ne sais pas du coup comment tu as pu lui expliquer les choses à ton petit, si tu as pu lui dire voilà, un petit peu ce qui se passait, en tout cas poser des mots sur la situation. Ce qui est compliqué pour les enfants, c'est le changement du jour au lendemain et donc la perte de repères, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire il ne va plus à la crèche, voilà, c'était son environnement quotidien et tout d'un coup, il n'y va plus. Voilà, lui expliquer que c'est quelque chose de temporaire, que c'est pour un temps. Tu peux lui dire que voilà, il y a un virus dehors et que chacun doit rester au chaud chez soi le temps qu'il parte. Voilà, des choses qu'un enfant de 2 ans peut comprendre de manière très simple, quoi. Voilà. Après, lui fournir quand même des repères pour qu'il s'en trouve des nouveaux dans son quotidien là en ce moment. Dans la journée, voilà. Tu peux faire un petit planning avec écrit, par exemple, le matin, lever. Alors pour lui, il faudra faire des petits... Dessiner des pictos. Voilà, ouais. Dessiner des pictos, exactement, super, tout à fait. Okay. Ouais. Voilà, lever ça. Après, c'est le moment de je sais pas, du petit conte. Après, c'est le moment de petit goûter. Après, le moment du repas, etc. Et qu'il y ait quelque chose qui se répète et qui le rassure du coup, pour qu'il retrouve une nouvelle réassurance. Et puis, maintenir le lien avec, si possible, la famille. Mais je ne sais pas s'il avait des petits copains, des petites copines à la crèche dont tu as le numéro des parents. Voilà, alors un enfant à 2 ans, ça ne reste pas longtemps devant la visio, ça dure quelques secondes, mais au moins il peut les voir et leur dire qu'eux, ils sont aussi chez eux, qu'ils vivent la même chose, et puis voir qu'ils existent toujours, quoi, parce que chez les enfants, il peut y avoir des peurs comme ça, en fait. Ok, super. Et puis, ne pas hésiter à le faire, jouer avec des petits personnages, etc., pour qu'il puisse exprimer un petit peu ce qu'il est en train de vivre, quoi. À 2 ans, c'est le début de ce type de jeu, quoi. D'accord, oui, il joue bien. Après, il verbalise de faire des jeux de rôle comme ça, ouais. Ouais. Ouais, ça, après, il verbalise pas forcément. Il n'est pas encore dans une parole. Petit, c'est ça, ouais. Non, c'est normal. 2 ans, c'est normal, ouais. Ok. Mais effectivement. Mais oui, de toute façon, à 2 ans, comme ils savent pas encore exprimer les choses, ça va se manifester par le comportement. Et tu as tout à fait repéré qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire qu'il était propre, il ne l'est plus. Ok. C'est plutôt sain d'ailleurs, je trouve. En fait, c'est angoissant quand on est maman parce qu'on a envie que son petit soit bien. Oui. Mais en fait, c'est super. Il t'a envoyé des signaux, quoi. Donc, un message quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, alors, du coup, merci beaucoup. Et du coup, c'est super sain. C'est parce qu'il y a des enfants du coup qui vont peut-être rien dire pendant ces jours et ils vont être super angoissés après et ça va sortir après et là on saura peut-être pas autant le détecter que maintenant. Ce sera peut-être plus compliqué pour certains. Donc c'est pas moi là. Vivre après coup, c'est vrai. La psy, mais comme j'ai été instite longtemps, les signes des enfants, c'est hyper important de les écouter. C'est qui voulait faire qui avait une autre question? Élise, c'est toi? Oui, c'était moi. En fait, c'était une question générale et bon aussi à Julie, mais c'était plus une réflexion. Je ne sais pas si vous, dans votre entourage, mais tu sais, il y a des tas de raisons de se plaindre. Je trouve il y a beaucoup de gens, souvent, le retour, c'est oui, mais bon, nous, on ne peut pas se plaindre parce qu'on n'est pas malade, on n'a pas de mort dans notre famille.
Et en fait, moi, ça me gonfle parce que je me dis, mais enfin, moi, j'ai envie de me plaindre, tu vois. Mes enfants sont… bon, c'est sûr, on a de la chance, on a un extérieur, tout ça, mais par exemple, économiquement, pour nous, tous les deux, on ne peut pas travailler. Donc, c'est une catastrophe hyper stressante parce que toutes les deux, on se dit, bon, OK, pour 2 semaines, OK, bon, mais 2 semaines de plus et à chaque fois plus. Non, bah, et une en situation fait, difficile. Hein. Comment? Une situation difficile. Oui, mais je trouve que c'est beaucoup nié, en fait. Enfin, j'ai l'impression, tu vois… que si tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu es en bonne santé, voilà. tes parents, personne que tu connais a le coronavirus. Donc, ça. Mais bon, tu as des angoisses et tu n'es sûrement pas la seule. Même pas… Parce que culturellement, en ce moment, on a l'impression que c'est vraiment, il faut être au top tout le temps, être super tout le temps. Mais bon, c'est humain. Enfin, il y a des angoisses, il y a des peurs. Et tant mieux que tu aies peur parce que finalement, tu vas pouvoir te préparer aussi à ton devenir professionnel ou, je sais pas, préparer des choses pour que ça se passe bien. C'est normal qu'il y ait une peur. C'est ça. Ouais. C'est oui, important. c'est juste… en fait, si tu veux… c'est pas les émotions en tant que telles, enfin, tu vois, je les assume, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment nié, quoi, en général, mais enfin, je sais pas si vous avez ce retour-là autour de vous, si vous avez la même sensation, mais que… Moi, j'ai aussi cette impression-là, Élise. J'en parlais à mon mari l'autre jour. Je me disais, mais on a l'impression que tout le monde fait comme si ça allait bien, mais non, ça va pas bien. Enfin, la preuve que c'est une catastrophe, quoi. Et j'ai une amie qui a eu le même ressenti et qui m'a sollicité. Elle me dit, ah, mais moi, ça va pas, mais je sais pas, autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde va bien. Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de ressentir? Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? Et je lui dis, bah oui, parce que la situation, elle est pas normale. Donc, du coup, c'est normal que tu la vives pas bien. On n'est pas fait pour rester enfermé chez nous sans voir personne depuis des semaines. Exactement. Ah ouais. Je crois que tout le monde, toutes les autres personnes le vivent bien, mais en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas la réalité. C'est une façade. Donc, d'ailleurs, moi, je trouve que… Oui, pardon, Valérie. Je trouve que Julie, tu l'as très bien dit au début, de dire que les émotions négatives, il faut les accueillir pareil que les… beaucoup. Bon, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, en fait, je pense. On a, à force de dire tout va bien, ça va passer, ça va s'en sortir. Oui, bien sûr qu'on va s'en sortir. Mais accepter que oui, que là, c'est compliqué et que ça dure et que c'est long et que peut-être qu'il y a des jours où on ne sait plus quoi faire avec les enfants. Et ça, je pense que c'est important de l'accepter. Oui, il y a des jours, on va galérer, on va pas savoir. On a le droit de se plaindre. Mais il faut trouver des personnes avec qui se plaindre, en fait. Tu veux bien te plaindre avec moi? Moi, par exemple, j'ai Cécile et je me plains avec elle. Valérie, s'il n'y a pas de thème pour la semaine prochaine, c'est ça, on va se plaindre. Voilà, en live pour se plaindre. Voilà. Il y a le truc aussi, il y a pas savoir quoi faire avec ses enfants, mais pas savoir quoi faire avec soi-même aussi. Juste avec soi-même. Il y a des jours, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma peau aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Et puis la routine de tous les jours faire la même chose. Oui, c'est la répétition de bon, alors, il faut que je me lève. Oh non, j'ai pas envie de me lever maintenant. Il faut que je fasse à manger. Il faut faire à manger. Et puis, t'as ta gamine qui vient, vas-y, maman. Mais c'est tous les jours la même chose. Donc, c'est répétitif. Et tu cherches quelque chose peut-être à faire de différent pour dire, bon, aujourd'hui, au moins, j'ai fait ça. Mais ça fait du bien, ça fait du bien aussi. Quand tu fais quelque chose de différent, ça fait du bien. Tu as une satisfaction aussi. Mais il faut la motivation. Au bout d'un moment, on tourne quand même en rond. Il faut la motivation pour le faire. Aujourd'hui, je vais faire du yoga. Oui, non, des fois, c'est fatigant. Oui, bien sûr. Demain, je vais faire un gâteau. Après-demain, je vais faire du jardinage. Au bout d'un moment, là, c'est… Ouais, la course à l'activité. Mais c'est peut-être aussi pas mal de faire aussi une liste de tout ce que tu voulais pas faire, tout ce dont tu n'avais pas le temps de faire. Ouais, mais là, ce que j'aurais vraiment envie de faire, c'est de rester dans mon lit une journée entière sans rien faire. Justement. Sans rien faire, oui, je comprends. Non, mais il est là le truc aussi. Parce que je sais bien. Les enfants et tout ça, tu es obligé. Et finalement, ce matin, moi, quand je me suis levée, je me suis dit, aujourd'hui,
j'aimerais ne rien faire toute la journée. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait du bien en plus ces pauses où on ne fait rien, parce qu'après, on a de l'énergie après pour faire des trucs ou pas, quoi. Mais c'est, oui. Il y a une pression sociale aussi, de dire il faut que je fasse quelque chose, parce que dans tous les réseaux, on voit tout le monde faire le pain, faire le machin, le truc. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite pression sociale aussi là-dessus. Et je pense que Julie, ce que si tu on disais, arrive à garder, pardon. Non, sur créer le souvenir de ce confinement, je trouve ça hyper intéressant comme question. Sur ce qu'on veut garder pour nous, pour notre famille, pour les autres, pour les voisins, pour. Je sais pas qui parle. C'est Carole. Ah ok, je te vois là. Ouais. Ok. Moi, je trouve ça vraiment très très riche parce que c'est peut-être un moment effectivement qui arrivera plus jamais dans notre vie. Je nous le souhaite en tout cas. Et c'est quand même pas simple. Mais tu vois, enfin comme dit Cathy, des fois, tu te lèves, t'as envie de rien faire, tu faut pas culpabiliser, c'est pas grave. Et de se dire, ouais, effectivement, qu'en mois de septembre, de se dire, oh là, dis donc, il y a 6 mois. J'avais pas envie de me lever et je me levais pas et c'était pas grave et c'était super et le lendemain finalement je faisais autre chose. Carole, pas, un petit détail, Carole. Ouais. C'est que j'aurais envie de le faire, mais je ne peux pas le faire. Et oui, tu as une petite souris. Parce qu'il y a une petite qui vient me tirer de mon lit. Et oui. Tu vois, ça c'est des trucs, c'est impossible à faire, quoi. Il faut lui dire, alors on pourra faire un calendrier avec Stella où il n'y a que des dimanches, il n'y a que des grasses mat. Ouais, mais peut-être, je sais pas, organiser, comment. C'est d'organiser quoi ce moment dont tu as besoin de... Ouais. Je sais pas comment tu peux le faire, mais aussi, je pense que c'est vrai important. C'est bien d'avoir des moments off, quoi. Ouais, essayer de garder un rythme, en fait. Quand moi, je travaille, donc c'est plus facile pour moi de maintenir ce rythme, mais de garder un rythme un peu semaine, week-end. Parce qu'en fait, c'est une routine, en fait. Pas la même chose la semaine que le week-end, en ayant des activités différentes, même si on ne travaille pas, mais de changer quand même. Du coup, quand le week-end arrive, on est quand même. Moi, je sais que je fais ça même en dehors de mon travail. Je ne fais pas les mêmes choses après mon travail la semaine. Et le week-end, ça va être, oui, je vais plus profiter de pouvoir être peut-être sur mon balcon ou plus, d'autres choses, d'autres activités où je fais de la danse, par exemple, le week-end. Je ne le fais pas la semaine. Voilà. Le sport, un rythme. En fait, tu te crées une routine, en fait. Voilà, une nouvelle routine, en fait. Qui n'est pas facile le travail, mais je pense que si en fait on fait ça, ça aide à. Si tu ne travailles pas, c'est bien de te créer une petite routine. Hein. Voilà. Mais de dire par exemple. Peut-être de la. Je sais pas, oui. Ouais, le week-end, je peux dormir ou je peux. Le week-end. Voilà, je fais quelque chose vraiment de différent par rapport aux autres jours. Et en fait, comme ça maintient. Je sais pas, je trouve que ça maintient un rythme. Et du coup, on ne se laisse pas aller totalement. Où on ne se laisse pas. Où tu ne fais pas que travailler aussi, c'est important de. Voilà, il y a ça aussi, parce que le fait d'être à la maison. Oui, le fait de faire du télétravail, parfois il y a des gens qui déconnectent plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Stéphanie, tu as quelque chose à ajouter, puisque non. Toi, tu es coach pour femmes, donc. Ouais. Non, j'ai pas. Le sujet est vaste, donc il y aurait plein de choses à rajouter, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Cécile, d'avoir un rythme différent le week-end et la semaine, et de faire des choses différentes le week-end et la semaine. Et je pense que c'est super valable aussi pour les enfants. On parlait des enfants tout à l'heure, et je pense que le fait, alors là ils sont en vacances, donc c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de rythme, il y a pas, enfin en tout cas ceux de l'école française, je parle. Mais c'est important je pense, moi en tout cas, je parle pas comme coach, je parle comme maman et d'expérience personnelle. Je pense que c'est important de marquer le rythme week-end, semaine aussi pour les enfants. Ouais, parce que le confinement, si ça dure 2 mois, ça peut pas être 2 mois de vacances à se lever à 11h du matin pour les laisser dans un rythme. Non, mais je pense que c'est important, quoi. C'est 7 heures. Oui, bon, ça dépend de l'âge et des enfants. On pourrait peut-être faire des échanges. Je pense que c'est important aussi d'avoir un rythme différent. Je pense que ça aide beaucoup, moi. Ouais.
Bon, qui n'a pas parlé? Mélissa, tu dis rien? Michel aussi, elle n'a pas parlé. Tu dis rien, Mélissa? Tranquille. Michel qui est une situation aussi intéressante. Donc, c'était bien peut-être aussi d'éviter de trop écouter les médias. Parce que ça, c'est super anxiogène. Hein. Vraiment, surtout pas avant de dormir. Quoi. Essayez quoi, de... Une fois par jour, ça suffit. Quoi. Michel, tu veux dire quelque chose du coup? Oui, non, deux choses. Premièrement, ce qu'on disait tout à l'heure du fait que tout va bien et tout ça. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens disent qu'ils vont bien. Je crois que personne ne va bien. Il y a des gens qui ont plus de possibilités d'autres de faire en sorte de croire qu'on va bien. Mais en fin de compte, aucune de nous ne va bien. J'en suis persuadée. C'est pas, on ne vit pas une situation normale. On est enfermé, on est comme en prison, on n'est pas libre de sortir. Et ceci dit, il y a des gens qui le vivent beaucoup plus mal que d'autres, et il y a des gens qui Censure. Non, pas censure, le contraire. Qui s'auto-persuadent. Voilà, se persuadent qu'ils vont très très bien, et c'est une force parce que si on ne le fait pas, on s'écroule. Et je trouve que c'est très important de. Oui. Effectivement, oui. Et peut-être que c'est plus en fonction des jours quand même, hein, Michel. Pardon. C'est peut-être plus en fonction des jours, non? Que tout le temps. Il y a quand même des jours où ça va mieux que d'autres. Oui, mais enfin, je parle en général. Hein, je parle en général, et je crois que c'est important, oui, de faire en sorte que tout aille bien, de faire en sorte d'avoir une journée assez remplie. Parce que si ça risque de devenir de pire en pire, et ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça aussi, ça joue beaucoup. On ne sait pas combien de temps on va rester à la maison. On a une date, le 25, mais on ne sait pas si le 25 on pourra sortir ou non. Et en fin de compte, je crois que c'est à nous-mêmes d'essayer d'être un peu mieux. Ouais. Justement, il y avait une question sur ce thème. Pour toi, Julie, qu'est-ce que tu recommanderais pour mieux gérer le fait de ne pas savoir quand la situation ira mieux? Enfin, l'incertitude, en fait, dans laquelle on est en ce moment, est-ce que tu as un petit conseil à nous donner pour mieux la supporter ou chacun... De toute façon, il y aura une fin. C'est clair qu'il y aura une fin, c'est clair qu'on va sortir. Quand, on ne sait pas. Et il y aura une fin. Comment elle sera, enfin, comment ça se passera, je ne sais pas. Mais voilà. Évidemment, on va trouver il y aura bien un moment donné, il y aura bien un vaccin, évidemment. Enfin, il y aura un moment donné où ça va reprendre. Je pense que ça, c'est sûr. Donc ça, déjà, il faut se le dire. Il faut se dire peut-être, voilà, on a tenu un mois, on est capable de faire un mois de plus. Et puis après, vraiment, essayer de vivre au jour le jour, quoi. On n'est pas obligé de remplir son agenda. C'est bien d'avoir peut-être une petite routine. C'est pas obligé de faire je vais peindre, je vais faire ça, je vais faire. Bon, non, il y a des moments, il y a des jours où on fait des choses, et puis ça nous donne une certaine satisfaction aussi. Hein. Par exemple, je me mets à peindre une table, je vais dire elle est contente, ça va me donner une satisfaction. Donc, c'est bien aussi de faire des choses, je pense, au jour le jour. Et puis, il y a des jours, on a envie de rien faire, on ne fait rien. Et puis, il y a des jours, on a des idées pour faire des trucs, et puis on les fait. Mais vraiment, je pense que ce qui est important, c'est pas de ce que je disais, de trop se projeter, tout le temps se projeter. Et finalement, c'est vraiment anxiogène, ça. Parce qu'on ne sait pas. Et surtout, si on vit vraiment, il y a des personnes qui vivent plus dans le contrôle que d'autres. Et c'est encore plus difficile pour ces personnes. Mais d'ailleurs, moi, par rapport à ce que... Oui, pardon. Non, ce que tu disais sur quand à 20h, on sort tous pour applaudir et remercier, tout ça, ça me fait penser, en gros, on communique. En fait, finalement, c'est peut-être le seul moment de la journée où on peut communiquer avec d'autres gens de façon
physiquement, virtuellement, je sais pas comment on peut dire communiquer quand on est sur nos balcons. Mais là, c'est réel. Voilà, c'est réel. Et si on ne parle pas, c'est réel. Il y a une énergie. Hein. Ça se ressent. Enfin, je ne sais pas. Oui, tout à fait. On sent que tout le monde se défoule un peu, chacun sa façon. Moi, il y en a qui tapent sur des casseroles, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent. C'est super d'ailleurs. Ouais, tu cries, ça fait du bien, tu peux crier, tu peux faire ce que tu fais. Vraiment, là, tu peux te lâcher, parce que normalement, tu ne peux pas faire ça, mais là, vraiment, tu peux crier, tu peux sauter. Voilà. C'est normal. En fait, je pensais à ça parce que je pensais aussi je pense aux copines, hein, parce que qui ont quand même des maris pas forcément commodes et qui peuvent pas forcément justement. Enfin, moi, je pense beaucoup à ça. J'ai des copines qui ont des situations conjugales pas simples et qui ont des maris qui se fâchent pour un oui, pour un non, colériques, qui du coup là se retrouvent effectivement avec les enfants et justement à 8 heures, ils peuvent pas forcément, tu vois, sortir, se défouler. Je trouve que c'est vachement important de soutenir ces copines qu'on sait. Elles vont pas le dire hein, parce que comme tu dis, elles sont dans le contrôle à fond parce que là, faut surtout pas qu'elles craquent parce qu'il y a les enfants. Et donc, faut pas que ça brille parce que sinon, elles savent que ça peut vraiment aller mal. Et je pense que c'est important de le faire. Moi, je sais que j'envoie des messages, j'envoie des petites vidéos, je sais pas forcément parler au téléphone, tu vois, avec des visios, mais dire qu'on est là et que bah, si tu veux envoyer un message ou si tu veux parler, ben, il faut le faire. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas, tu vois, quand on dit que tout va mal ou au contraire que tout le monde fait semblant d'aller bien, ben non, effectivement, comme dit Michel, en général, je pense pas que tout le monde aille bien et encore moins les copines qui sont dans des situations de couple compliquées déjà avant. Et là où c'est puissance 100, quoi. Ah oui, non. Oui, non. Sonia, tu veux peut-être dire quelque chose parce que tu as été l'invitée aujourd'hui de Cécile. On t'a pas du tout entendu. Sonia, moi, j'écoute. Quelque chose par rapport à ça? Alors, j'écoute énormément, j'écoute attentivement en fait tout ce qui est dit parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui est dit et notamment. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est quoi ta situation? Tu habites toute seule ou tu es avec... Alors curieusement, en fait, moi c'est un petit peu bizarre puisque le confinement, je le vis déjà depuis quelques années en fait. Du coup, curieusement, cette situation, elle ne change pas grand-chose dans mon quotidien et c'est pour ça que j'écoute attentivement en fait tout ce que vous vivez parce que moi, ce confinement, je le vis pas de par le fait que je sois enfermée chez moi, mais le fait que je suis j'ai été dans une situation un peu compliqué depuis quelques années en développant une activité et en fait je me suis retrouvée confinée dans mon activité. Ton activité, explique-nous un petit peu qu'on comprenne c'est quoi ton activité et pourquoi tu es enfermée. Oui, alors pourquoi je me suis enfermée dans mon activité? Parce que, alors mon activité aujourd'hui, j'enseigne l'anglais, mais avec une particularité, c'est que j'y associe l'hypnose. Je suis énormément dans l'analyse de mon fonctionnement. J'ai fait de la PNL, je fais de l'hypnose, je suis formée au coaching, etc. Et finalement, je me suis retrouvée un peu emprisonnée de par tous mes outils. De par ce projet où je l'ai voulu parfait, de par un tas de circonstances qui ont fait que mon projet n'a pas pu aboutir. À chaque fois que j'arrivais à avancer dans mon projet, à chaque fois j'avais des bâtons dans les roues qui fait qu'il a fallu que j'arrête et que je rebondisse, que je repense mon projet. Et en fait, ça a été comme ça. Je me suis mis un peu dans cette espèce de roue de hamster où finalement, je me suis isolée de mes amis, je me suis isolée, je travaille toute seule. J'ai voulu apprendre toutes les compétences pour pouvoir y arriver parce que situation financière difficile, à chaque fois de vouloir, on dit qu'on est soutenu dans la création d'entreprise, mais finalement à chaque fois que je suis allée taper aux portes, je me suis retrouvée, oui mais non, je suis pas au bon moment, au bon endroit, je rentre pas dans les cases, etc. Et du coup en fait je me suis retrouvée un petit peu
isolée, et de par effectivement les outils que je peux avoir, que ce soit l'hypnose, l'auto-hypnose, et à chaque fois je retrouvais des solutions qui m'ont permis d'avancer au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce dont vous avez parlé, moi je l'ai vécu, je le vis déjà depuis quelques mois maintenant. Et effectivement, je rebondis sur ce que Cécile a dit, en fait, dernièrement, j'en ai même fait un burn-out. Donc, il n'y a pas plus tard, il y a 2 mois, j'ai fait un burn-out. Il a fallu que je rebondisse parce que j'avais trouvé un job, et du coup, j'ai été obligée d'arrêter ce job parce que, comme tu disais, Julie, mon corps m'a arrêté. Mes émotions m'ont arrêté, et en fait, tout ce que tu disais qu'il était super important d'écouter ses émotions et d'écouter le message en fait que ces émotions avaient, moi j'étais dans le déni de mes émotions, et j'étais pas à l'écoute, et j'étais toujours à la recherche de la perfection, du perfectionnement, à la recherche de vas-y mon inconscient, trouve-moi des solutions, et sans écouter en fait mon corps, sans écouter ce que mes émotions avaient à dire. Et à un moment donné, mon corps, il a dit stop, et il a dit non. Et aujourd'hui, en fait, ce que ce burn-out m'a appris, c'est à gérer, en fait, à écouter mes émotions, à gérer mes périodes où je vais bien, à accepter mes périodes où je vais mal, tout en essayant d'y inclure un rythme qui me permette également d'avancer. Et ce que je retiens, en fait, c'est que et Julie, je pense que toi et certainement toutes les personnes qui sont psychologues ou dans cette relation d'aide, on a tous en fait notre propre histoire, nos propres expériences et notre propre carte. Et c'est normal de se plaindre, et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes difficultés, et c'est peut-être là où en fait, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure de ce groupe, c'est peut-être de faire comme un mastermind où effectivement, à un moment donné, on va apporter notre plainte, on va s'autoriser à dire ce qui ne va pas, et peut-être à entendre de la bienveillance, à entendre effectivement aussi peut-être apporter des solutions, parce que parfois quand on est tout seul dans comme tu disais Julie, avec sa rumination, on va pas forcément trouver de solution, et la créativité des autres, l'expérience des autres va peut-être apporter des lumières, des étincelles, peut-être pas tout de suite dans le groupe, peut-être pas tout de suite à l'instant T, mais comme tu dis, à un moment donné, quand l'inconscient il a des idées, il va faire des connexions avec sa propre histoire, avec ses propres expériences, et peut-être il va jaillir effectivement une certaine créativité qui va aider à vivre ce quotidien. En tout cas, moi, c'est ce que, au fur et à mesure des mois, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas m'apporter des solutions, mais je les écoutais attentivement, j'écoutais ce qu'ils vivaient, je faisais des parallèles avec ce que je pouvais vivre, et leurs solutions n'étaient pas les miennes, mais leur solution m'a permis en fait de trouver les miennes en fait. Ouais. Et ce que je recommanderais vraiment pour tous ceux qui vont mal, etc., et vous avez l'air d'être un groupe où il y a des coachs et des personnes dans la relation d'aide, c'est peut-être, oui, créer des groupes où les gens peuvent s'exprimer et faire des masterminds, faire le temps que en fait ce confinement se résolve, et peut-être même repenser, prendre, comme tu disais Julie, un peu cette espèce de recul, cette observation en étant en méta, pour pouvoir se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres créativités, et quand on est dans notre problème, on a du mal en fait à voir le champ des possibles qu'il peut y avoir autour. De prendre la distance, et
Mais bon, c'est vrai que juste là, le fait de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui ressentent de la souffrance aussi, ça fait du bien, parce que le fait de l'entendre, on voit qu'on n'est pas seul. Donc, et c'est sûr que c'est bien aussi. C'est ça. Et comme tu disais, Michel, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont pas bien et qui vont être peut-être même dans cette phase de déni, en fait. On est dans cette phase de déni où on veut pas voir qu'en fait ça va pas bien, parce que c'est aussi ce qui nous permet de tenir, d'être dans le déni, de dire c'est ce qu'on vit quand on vit un deuil, hein, dans le changement. C'est une phase qui est normale. Et après le déni va venir la colère, puis ensuite la tristesse. Et en fait, je pense que c'est surtout à ça qu'il faut se préparer en amont. Voilà, ça c'est ma petite vision. Sylvia, toi aussi, t'es prof en ligne, comme Sonia, en fait. Oui, bah, j'étais très intéressée pour le côté hypnose, que c'est une technique que je n'utilise pas du tout. mais c'est super intéressant. Ouais. Mais est-ce que tu te sentais déjà confinée dans ton activité ou pas? Moi, peut-être que vous allez dire que je suis dans le déni, peut-être, mais moi, je ne vis pas aussi mal que ça, cette quarantaine, au-delà de l'effet que c'est vrai que ce n'est pas le fait d'être chez moi, c'est le fait de ne pas avoir l'option de sortir si je voudrais. Voilà. Que c'est ça, en fait, la liberté, finalement. La liberté, quoi. Oui, c'est tout simplement. Mais c'est vrai qu'à niveau de mon activité professionnelle, cela m'a permis que mon mari reste beaucoup à la maison, chose qu'avant, il ne faisait pas. Il est sportif. Alors, du coup, normalement, c'était sa vie professionnelle passait un peu devant la mienne pendant quelques années. C'est un choix qu'on a fait en famille. Le virus a fait que d'un coup, c'est les miens qui passent devant parce qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, du coup, je profite de mon activité comme c'est déjà en ligne. Et beaucoup de monde a le temps aussi. Alors, j'ai beaucoup de nouveaux clients qui ont pris le temps pour apprendre l'espagnol. Alors, j'ai vu, peut-être égoïstement, ce côté presque positif de virus. C'est vrai qu'au-delà de là, c'est pas que le vit à sa façon. Hein. Pas... Ouais. Après c'est pas une situation que j'aime, parce qu'en plus, à niveau personnel, on va déménager de la ville où on est maintenant. On le savait qu'on allait déménager, on l'a su le mois de janvier. On va déménager en juin. On s'avait dit, on va profiter les derniers mois parce que les gens qu'on a rencontrés ici sont super et tout. Et du coup, on profite de nos jardins. C'est déjà très bien. Mais c'est vrai que ça, c'est la pensée au corps que j'ai. En fait, c'est de ne pas pouvoir profiter les gens de cette région où on est maintenant parce qu'on est tous confinés. Mais bon, dans l'ensemble, je les porte assez bien. Et j'ai eu la malchance d'avoir une personne de ma famille, et ma grand-mère, elle est partie pour la marraine d'Espagne, elle est décédée pour le virus au début du confinement. Alors, c'est vrai que j'ai passé peut-être toutes ces hauts et bas émotionnels super au début, en fait. La première semaine de confinement, ça nous arrivait tout. C'était une claque pour un côté. Et alors là, quand je me suis arrêtée, ça fait 12 semaines, je ne dirais pas que c'est le bonheur, mais j'ai un rythme courageux émotionnel que ça me va pour l'instant. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va. Ouais. Non, mais moi, je te comprends aussi. Hein. Moi, je suis plutôt. Non, je suis bien aussi. Quoi. Je suis bien. Après, comme on a dit tout à l'heure, il y a des moments où on a envie de sortir, où on a envie de voir des gens, on a envie de faire autre chose. Mais globalement, je veux dire, je ne me suis pas encore trouvée pour l'instant de moment vraiment mal, complètement. Non. Voilà. C'est vrai que moi non plus, j'ai pas. Au tout début, comme toi. Au tout début, c'était un peu. Wow. Et en plus, moi, j'adore sortir. Et finalement, je me suis. Ouais. Oui, après, on sait qu'il y a des moments. J'essaye de pas trop regarder les médias. J'essaye de pas trop me penser à. Et puis bon, après, chacun. C'est vrai que j'ai une terrasse et moi, ça me sauve la vie. Je pense que peut-être que si j'étais vraiment enfermée tout le temps, ce serait différent. Je pense que c'est tellement différent
pour chaque personne a une situation différente. Chaque personne ressent ce qu'il a envie, ça c'est clair. Par contre, ce que je conseille, c'est vraiment si il y a un sentiment de tristesse, l'exprimer et de se plaindre, de colère, de la ressentir. Parce que c'est humain, c'est comme ça. Oui, il faut pas rien de mal, quoi. Si on est bien, je pense qu'il faut le dire. Si on n'est pas bien, il faut le dire aussi, en fait. Et il y a une méthode dont tu as parlé tout à l'heure, enfin, tu l'as fait vivre, Julie, tout à l'heure, tu l'as expliqué, c'est la méthode Tipeee qui est très bien par rapport au fait de sentir où est l'émotion et la vivre et la laisser passer. Et ça, quand il y a vraiment une émotion qui est super forte, cette méthode Tipeee, elle est excellente, mais faut le faire sur le moment. Quand l'émotion elle est ressentie, tout de suite, on se focalise sur l'émotion et aller la ressentir dans le corps où est-ce qu'elle est et l'accepter et la laisser passer. Et et après, hop, ça calme tout de suite. C'est un peu ce que tu as expliqué au début de. Mais parfois, on n'a pas envie. Parfois, on n'a pas envie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie, c'est pas le moment. Enfin, ou alors parce qu'on nous a dit sois forte, ou on nous a dit ne pleure pas. Alors, c'est quelque chose on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Ouais. Et Pauline, on ne t'a pas entendu ce soir. Non, c'est vrai, j'écoute. Non, mais c'est bon. Eh bien, bon, Pauline, elle vit seule hein, chez elle, donc elle est toute seule chez elle avec son chat, donc elle n'est pas embêtée avec les enfants. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé mon rythme, en fait. J'ai vraiment trouvé mon rythme à la maison. Je suis assez créative, en fait, donc j'ai toujours plein d'idées. Je bricole vachement à la maison. J'ai des projets, donc je profite de ce temps pour essayer d'avancer un peu sur les parties de ce projet un peu plus administratives, un peu plus chiantes, qu'on repousse toujours, quoi. Hein, ça c'est pénible, on repousse. Et là, du coup, je profite de ce temps-là pour le faire. Je sors une fois par semaine pour faire mes courses et ça ne me coûte pas du tout, en fait, de rester à la maison. Donc, après, je suis enfant unique, j'ai toujours été toute seule. Il a toujours fallu que je m'occupe toute seule, en fait, quand j'étais gamine. Donc, je suis assez habituée. J'ai pas besoin d'interaction avec les autres, en fait, pour vivre, en fait. Donc, pour l'instant, je le vis pas trop mal. Moi, je redoute plus le déconfinement, en fait, bizarrement. Mais c'est vrai que c'est un vrai. Non, mais en fait, je le redoute, le fait de voir des gens recommencer à vivre comme si c'était rien passé, en fait. Voilà. En fait, le déconfinement, je pense que ça va être une phase très difficile aussi. Mais je pense, en fait. Moi, c'est surtout ça. En fait, là, je suis tranquille, j'ai pas grand monde qui m'embête. Je suis bien, je vois qui j'ai envie de voir, j'appelle qui j'ai envie d'appeler. Et c'est pas mal, en fait. Mais le déconfinement me fait peur, entre guillemets. Je me dis, il va falloir tous les supporter de nouveau, ça va être compliqué. En plus, le confinement, on a chacun un rythme complètement différent. Il y en a qui télétravaillent, qui ont des enfants, et là, c'est non-stop. Il y en a qui ont pas de travail, et ça peut être angoissant économiquement aussi, mais qui ont du temps. Je pense qu'on vit les choses complètement différemment. Et c'est vrai que... moi, c'est vrai que je considère ma maison un peu comme un cocon, cette espèce de chose qui me protège. Donc, je ne le prends pas comme une prison. Mais comme je dis, j'ai une terrasse et je pense que ça joue beaucoup. Je pense que si j'étais ce serait différent, je pense. C'est clair que le jour où on va dire allez, tout le monde peut ressortir, on va flipper, en fait. Mais oui. On va sortir avec nos masques, nos gants dans le sac et on va dire bonjour à personne. Et même si on peut leur dire bonjour, on va faire salut de loin. On va flipper. Les relations au début vont être bizarres, je pense. Ah ouais, ça va être bizarre au début. Hein. Moi, je sais que parfois à la télé, je vois des gens qui s'embrassent ou qui se prennent dans les bras les uns des autres. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont fous. Mais on n'a pas le droit. Et là, tu dis, non, mais Pauline, c'est pas maintenant. Là. En même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? En même temps, quand je pense à ça, je dis, mais c'est dommage pour un merde de virus qu'on perd ça. Ouais, non. Et surtout en Espagne, qu'on a une culture très tactile, que peut-être ça peut déranger ou pas, mais moi, que je suis espagnole, ça ne me dérange pas du tout. Et j'ai dit, mais quel dommage, parce qu'on va perdre ça. Non, mais on va pas perdre, je pense pas. D'ailleurs, on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est complètement différent. On a besoin vraiment de présence humaine. Non, mais en France, on s'en passe beaucoup. Oui. L'idée
vidéo, ça remplace pas la présence humaine. En fait, on se rend compte que c'est pas remplaçable, que c'est vraiment important le rapport. Non, c'est vrai que la technologie, ça nous aide bien, mais c'est pas la même chose que de voir des gens et de toucher des gens. C'est bien de s'en rendre compte aussi. Comment? C'est bien de s'en rendre compte aussi, parce qu'on est beaucoup à s'enfermer dans cette technologie, le téléphone portable. On est beaucoup à être prise dans ce piège de s'enfermer là-dedans. Ouais. Donc, c'est ça, c'est les bons côtés du confinement. Je pense que quand on se retrouvera, évidemment, ça va être progressif, mais bien sûr qu'on redeviendra comme avant. Enfin bon, je sais pas, moi je le vois comme ça. On va trouver une très grande salle, parce que s'il faut qu'on soit toutes à 1,50 m les unes des autres, on va peut-être demander au Palo San Jordi s'ils sont dispo. On va venir avec notre maître. Comme ça. Oh, je pense que d'ici qu'à Palo San Jordi, un disque de carton d'1,50 m de diamètre posé sur tes épaules. D'ici à que Palo San Jordi il y a un concert, je pense qu'il y aura le temps d'aller faire quelques réunions là-bas. C'est ça. On aura des prix. Voilà. Oui, ça va être spécial. J'ai vu qu'en Italie, ils pensaient faire des espèces de cabanes en plastique pour pouvoir aller à la plage. Ah oui? Mais, ouais. Non, mais... Vas-y, Carole, je suis sûre que tu as quelque chose à ajouter. J'ai une copine qui m'a envoyé ça. La bavarde. La bavarde. Ah oui, oui, voilà. Moi aussi, la robe. Ah oui, pour la distance. Ah, c'est excellent. Non, mais c'est incroyable l'humour, comment c'est la défense, quoi. C'est clair que là, tu vois des trucs où c'est trop marrant, quoi. Les gens. Oui, ça c'est vrai. Il y a de l'humour, c'est vraiment, il y a des vidéos, les gens sont vraiment très créatifs. Hein, c'est de tourner les choses un peu en dérision, même si effectivement c'est très grave, mais ça permet un peu de. Mais oui, mais si on tourne pas ça en dérision, après on peut plus vivre. Si on est complètement stressé après, on fait ça justement pour ça. C'est vraiment l'humour, c'est très c'est clair. Ah ouais. Puis le point de vue là, ce que tu disais tout à l'heure, soit on se voit dans une prison, soit on se voit dans une petite bulle. Ça change tout aussi, ça. C'est clair. On n'est pas tous les jours dans une prison, on n'est pas tous les jours non plus dans une bulle. Je pense qu'il faut essayer de chacun trouver juste équilibre. Ouais. Ok. Bon, ben ça vous a plu? Oui. C'est intarissable, les émotions. Ouais. Mais non, mais c'est bien. Élise, vas-y, plains-toi un petit peu. Vas-y, dis un truc, Élise. Vas-y, mets le micro. Mets ton micro. On t'écoute, vas-y, plains-toi s'il te plaît. J'avais désactivé parce qu'il y a mes filles justement en bas qui n'arrêtent pas de crier. Donc, non, mais moi, ça va parce que les émotions, je les assume, mais c'est vrai que là-dessus, c'est dommage qu'Amandine soit partie. Et là, je sens que je commence à avoir des problèmes avec la patience, quoi, avec les enfants. Alors qu'avant, je pense que j'arrivais à libérer en dehors. Et puis là, je crois que tu n'es pas la seule. Voilà, c'est clair. La patience, moi je dis toujours, putain, mais c'est où que ça s'achète? On en achète tout de la patience. C'est où que ça s'achète? Ne pas culpabiliser les mamans qui ont des petits, c'est normal. C'est normal qu'ils s'énervent et c'est normal que vous aussi vous vous énerviez. Heureusement. Non, mais moi je culpabilise pas. Hein. Ah non, il faut pas. Non, mais c'est clair, je culpabilise pas. Elle est là toute la nuit sur la terrasse et voilà. Mais c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait des petits yeux, Stella, ce matin. Dehors toute la nuit. Elle a campé sur la terrasse. C'est moi qui subis. Je suis la maltraitée en fait. Oh. Non, mais moi je culpabilise pas. C'est juste que c'est clair que voilà. Et on est humain en fait. Voilà, la patience c'est un peu difficile quoi. Toujours dire oui, tout va bien. Des fois, attends, dire non, ça va pas du tout. Mais des fois, tu peux le dire aussi, non? Tu peux le dire que ça va pas des fois. Je le dis.
mais là, tu vois, là, c'est pas possible. Là, là si j'y suis. Et là, souvent, elle me répond, mais je sais que t'es pas là-bas, puisque t'es là. Pas folle, pas folle. Voilà, tourner un peu en dérision aussi. Comme ça fait passer la pilule aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà. Ils sont étonnants quand même, je trouve, tous ces enfants, parce qu'au final, ils sont enfermés, ils voient plus les copains, ils ont plus le petit rythme, il y a plus cet échange, parce que c'est forcément différent avec les réseaux. Et franchement, respect quand même, parce que je sais pas comment nous, on aurait pu faire. Et c'est vrai que ils font comme ils peuvent, ils ont des ressources, je pense qu'ils sentent parfaitement quand on est à 2000 et qu'il faut pas nous parler. Ils savent très bien aussi quand on est à bout de force et que c'est pas la peine. Donc, il y a quand même une espèce de complicité. Ça, c'est du positif, je pense, dans la situation. Même si on a envie des fois de trop se fâcher, mais je pense que tout le monde essaie un peu de respecter tout le monde, en fait. On sait qu'on est tous dans le même bateau et que, voilà, on fait tous comme on peut, au mieux, avec nos ressources. Notre amour aussi, surtout, je pense, l'amour quand même familial, heureusement qu'il est là, qui sert à quelque chose. Tout ce qu'on a bâti depuis qu'ils sont nés. Et en fait, c'est ce qui va servir à construire plein d'autres choses positives pour l'après, je pense. Mais c'est un peu philo ce que je viens de dire, mais... Quand tu parles de complicité, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment nouveau, en fait, voilà, tu vois, par exemple, à 8h, là, pour aller taper des mains, on y va tous, on est rigolo. Tu es là, elle danse, elle sort ses instruments de musique. Il y a un truc qui se passe, même pendant la journée. Tu vois, il y a des câlins qui, normalement, ne se font pas forcément. Voilà, on fait des choses qu'on ne ferait peut-être pas forcément, comme, je sais pas, on fait de la danse devant la télé, ou on fait du yoga, ou je sais pas quoi. Et tout ça, ça renforce une espèce de complicité qu'on avait déjà avant, mais là, c'est vraiment, c'est assez puissant. Il y a plus de temps pour ça. Des sentiments, des fois, de complicité que... Là, vraiment, je le ressens. C'est quelque chose... Voilà, c'est quelque chose vraiment... Mais est-ce que tu sens que tu es en train d'essayer de lui faire passer un moment exceptionnel, en fait, un moment qui peut-être que ça ne se reproduira pas, donc du coup, c'est aussi un moment en fait très spécial parce que toi, tu dois l'aider à passer ça, en fait. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est sûr. Moi, ce que je trouve super dur, c'est on subit complètement ce confinement, il n'y a pas que choix. Et c'est justement d'essayer de ne pas le faire subir aux enfants. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Essayer de maximum, un peu comme ça, mais on va faire ça pour essayer de le vivre au mieux, en fait. C'est dur, ça c'est dur. C'est ce que je trouve au quotidien. Elle souffre de ne pas voir ses amis. Elle a des de blues et je suis un peu démunie par rapport à ça. Mais elle a quel âge? Parce que moi, la mienne de 9 ans, je lui laisse mon téléphone, elle fait des appels WhatsApp et ça lui fait du bien. Vidéo, en fait, elle voit ses amis comme ça. Moi, je crois que quand elle voit des vidéos, ça lui donne un peu de nostalgie. Elle s'en fout de la vidéo, elle veut jouer avec eux, elle vraiment elle contact. Et un peu, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça c'est sûr. Mais jouer avec elle, peut-être. Moi, je sais que. Oui, je joue. Non, c'est sûr, je joue, mais. Mais moi, du coup, j'en ai 3. Les enfants, ils ont besoin des autres enfants, c'est sûr. Et ça, on ne peut pas les substituer. Oui, je n'ai pas le même langage qu'un enfant de ton âge. Tu vois, justement, le langage, moi, j'ai mon fils qui a eu 15 ans hier. Et donc, on a fait, comme on a pu, la soirée d'Annie, l'apéro, enfin bref, le rituel familial. Et il était hyper content parce qu'en fait, il a tous ses copains qui lui ont envoyé des petites stories, des petites images et qui lui ont surtout dit des choses. Tu vois, un peu. Et en fait, il a reconnu lui-même. Il m'a dit, tu vois, maman, si on avait fait un truc d'âge, là, se balader, aller manger une glace et tout, on m'aurait pas dit ces choses-là. Ça, c'est super. Donc, ça, c'est la force le positif pour moi du réseau social. C'est qu'il y en a même qui se sont mis en scène, qui lui ont fait sont mis des chapeaux sur la tête, qui ont fait salut Arthur, machin, bon anniversaire. On le fêtera après, t'inquiète pas. J'ai trouvé ça super.
Ouais, c'est super. Les gamins, ils sont on a fait une vidéo d'anniversaire à une amie avant-hier. Ouais, c'est génial. Ouais. Et parce que ça, ma fille, elle n'a pas aimé, quoi. Elle a eu des vidéos de tous ses copains, mais ça a été... Ouais, mais chacun le vit. Elle a quel âge? Elle est petite, là. Oui, elle est petite. Ouais, c'est... Les petits, c'est plus virtuel pour eux, c'est compliqué. Non, c'est la vidéo, pour elle, c'est pas de... C'est pas intéressant. Non, pas du On peut pas toucher. On peut pas toucher, c'est pas intéressant. Bon, après, elle le vit bien, mais je sais qu'elle a des petits moments comme ça, et c'est vrai que ça me déstabilise. Je sais pas quoi faire pour elle, ouais, ça c'est sûr. Ouais, faut jouer, faut essayer de trouver une autre activité. Ah oui, jouer. On fait que ça, non? Non, mais oui, c'est vrai que les petits, ils sont tellement dans l'instant, dans le moment présent, et dans je veux ça, donc je prends ça, donc je joue avec ça, et après 5 minutes après, je fais autre chose. Et pour eux, c'est sacré. Moi, j'ai deux petites qui ont un décalage de 2 ans. Alors, du coup, au début, ça a été beaucoup de boulot. Mais maintenant, comme je suis contente d'avoir 2 gamins, 2 filles, en plus, qu'elles s'entendent bien, qu'elles sont là. Il y a une différence d'âge, mais bon, ça reste les 2 petites. Je dis, oh, heureusement que le coronavirus, il n'est pas arrivé chez moi qu'avec un seul enfant. Moi, non, mais vraiment, on se l'est dit, toutes les fois qu'on s'est dit pourquoi on les a fait aussi reprocher, finalement, dis-toi, ça a payé. Voilà. Parce qu'au moins, entre elles se coupent, elles jouent beaucoup et elles s'amusent parce qu'elles sont gamines, elles jouent, elles sont dans les mêmes mondes, entre guillemets. Je peux jouer à ces trucs, mais je ne suis pas un enfant. Et elles adorent jouer avec nous, mais c'est des choses différentes. Alors, je dis, waouh, là, c'est trop bien, on a très bien amorti notre hors de ne pas dormir la nuit, regarde, c'est payé maintenant, c'est bon. Mais c'est vrai qu'un enfant tout seul, pas en contact avec des autres enfants, ça va être dur. Dur. Ça dépend des enfants, je pense. Aussi. Bon, aussi, les miennes sont très sociales, alors du coup... Marie-Lou aussi, ouais.